La nuit où ma sœur a oublié de verrouiller son iPad, j'y ai découvert la conversation de groupe que ma famille n'avait jamais voulu que je voie. Dedans, ils se moquaient de moi, se servaient de moi, et plaisantaient sur le fait que je continuerais à financer leur vie et s'ils simulaient l'amour avec assez de conviction. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés se sentir en sécurité. À 20h12, un mardi soir, je me tenais dans la cuisine de ma sœur Camille, en banlieue de Lyon, tenant son iPad déverrouillé à deux mains pendant qu'une casserole de coquillettes débordait sur la cuisinière derrière moi. L'eau amidonnée crépitait sur la plaque. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas bouger, parce que l'écran entre mes mains venait de réorganiser chaque souvenir que j'y avais jamais porté sur les personnes que j'y aimais le plus au monde. La conversation de groupe s'appelait famille uniquement. Mon nom n'y figurait pas. Le premier message que j'y ai lu était de ma mère, Martine, c'est juste un paillasson. Elle continuera à payer nos factures si on fait semblant de l'aimer. Puis, mon frère Maxime, avec un emoji qui pleure de rire, exactement. Amélie a besoin de se sentir indispensable. C'est sa faiblesse. Et Camille, ma sœur, dans la cuisine de qui je me trouvais, dont j'y avais récupéré les enfants à l'école cet après-midi-là, dont j'y avais attrapé l'iPad parce qu'il n'arrêtait pas de vibrer et que je pensais que c'était peut-être encore l'infirmière de l'école pour elle au titre de Théo, ne forcez pas trop ce mois-ci. Elle a déjà couvert la facture des électricités de maman et la mensualité de ma voiture. Les coquillettes continuaient de bouillir. La vapeur embuait le bas de l'écran. Et j'y ai continué à faire défiler les messages. Il faut que je revienne en arrière. Car si je ne vous explique pas ce qui a précédé, vous penserez que j'y ai pété les plombs. Je n'ai pas pété les plombs. Perdre le contrôle aurait été plus facile. Ce qui s'est passé a été plus lent, plus froid et beaucoup plus précis qu'une simple crise. Je m'appelle Amélie Morel, j'y ai 34 ans, je suis cadre financier pour une entreprise de logistique dans le centre de Lyon. Je suis propriétaire d'un appartement de 3 pièces à la Croix-Rousse, j'y ai une Peugeot 208 entièrement payée au garage, et une épargne solide. Sur le papier, je suis le genre de personne que l'on qualifie de stable, responsable, celle qui gère toujours tout. Dans ma famille, ils avaient un autre mot pour ça, utile. Mon père est parti quand j'y avais 11 ans. Pas de façon dramatique, pas de porte claquée, pas de dispute hurlante à 2 heures du matin. Il n'est tout simplement pas rentré d'un voyage d'affaires à Bordeaux. Ma mère a appelé son hôtel. La réception a dit qu'il avait réglé sa chambre 2 jours plus tôt. Il a envoyé une lettre 6 semaines plus tard, pas à elle, à moi, avec 200 € en liquide et une seule phrase, « Prends soin d'eux pour moi, Lily ». Comme si la paternité était un contrat des intérims et que je prenais la relève. Alors, je l'ai fait. J'y avais 11 ans et j'y ai pris soin d'eux. J'y ai trouvé un petit boulot à 14 ans, je débarrassais les tables dans une brasserie du quartier qui sentait la graisse de friture et l'eau de javel. Je donnais la moitié de mon salaire à ma mère. À 16 ans, je payais la facture de gaz en hiver parce que Martine disait que les aides ne suffisaient pas. À 18 ans, j'y ai payé le permis de conduire de Camille parce qu'elle mérite de se sentir normale, Amélie. À 22 ans, je me suis porté garante pour le premier appartement de Maxime parce qu'il n'avait pas de CDI, et ma mère me l'a demandé avec des larmes dans les yeux. De vraies larmes, je crois. Du moins, je le croyais. Je ne me suis jamais posé de questions. Pas une seule fois. Parce que à chaque fois que je payais quelque chose, ma mère me serrait la main et disait « Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi ». Camille me prenait dans ses bras et m'appelait son pilier. Maxime hochait la tête avec cet air bourru et gêné et disait « Je te revaudrai ça, sœurette ». Et je ressentais ce sentiment chaleureux et nécessaire. Elle l'impression de compter. Elle l'impression que sans moi, toute la structure s'effondrerait. Comme si l'amour était une transaction, et que j'y en achetais suffisamment pour ne plus jamais être abandonné. C'est le problème quand on est le sauveur de la famille. On ne réalise qu'on est saigné à blanc que lorsqu'on vérifie la blessure. J'y aurais dû le remarquer plus tôt. Les signes étaient là. De petits détails. Le genre de choses qu'on justifie parce que l'alternative est trop laide. Il y a 3 ans, au réveillon de Noël, j'y ai entendu Camille au téléphone dans le couloir pendant que j'y arrosais la dinde au marron que j'y avais achetée et préparée. Elle riait. Non, elle adore faire ça, disait-elle. Ça lui donne l'impression d'être importante. Quand elle est revenue, elle a souri et a demandé si le dessert était prêt. Je me suis convaincu qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a eu la fois où Maxime a eu besoin de 1 400 € pour réparer sa voiture.
Il a dit que sa Volkswagen avait fait un joint de culasse. Je lui ai fait un virement instantané dans l'heure. 2 semaines plus tard, j'y ai vu une photo sur son Instagram. Un nouveau tatouage sur tout le bras, elle encre encore fraîche, toujours emballée dans du cellophane. 1400 € de couleur grimpant sur son avant-bras. Quand je lui ai posé des questions sur la voiture, il a répondu « Oh, ça a coûté moins cher que prévu ». Il n'a pas proposé de me rendre la différence. Je me suis dit que c'était un oubli. Et ma mère, Martine, la reine de la lèvre inférieure tremblante, elle m'appelait tous les vendredis. Pas pour discuter, ai-je compris plus tard, mais pour encaisser. Les appels suivaient un scénario si régulier que j'y aurais pu régler ma montre dessus. 10 minutes de potin de quartier, 5 minutes de plainte sur sa santé, puis le pivot. Oh, ma chérie, avant que j'y oublie. Et l'argent des courses, le reste à charge des une ordonnance, la facture des eaux, qu'elle jurait avoir doublé alors qu'elle vivait seule dans un appartement de 80 mètres carrés. Je me disais qu'elle était vieille et fière, et que c'était juste la façon dont les mères demandaient de l'aide. Je me suis raconté beaucoup de choses. La vérité, c'est que je me racontais ce que j'y avais besoin d'entendre pour ne pas avoir à m'asseoir avec le silence que mon père avait laissé derrière lui. Parce que si j'y arrêtais de payer et qu'ils arrêtaient d'appeler, j'y aurais ma réponse. Et je n'étais pas prête pour cette réponse. Jusqu'à mardi soir, 20h12, dans la cuisine de Camille, devant cet iPad. Je suis resté là pendant 11 minutes. Je le sais parce que le minuteur du four a sonné à 20h23 et que les coquillettes s'étaient transformées en pâte. Pendant ces 11 minutes, j'y ai fait défiler 4 mois de messages. Ils avaient des captures des écrans de mes virements bancaires, des heures entourées en rouge, des montants surlignés. Camille avait fait une capture des écrans des un virement Lydia de 1200 € que je lui avais envoyé pour ses frais dentaires en mars dernier avec pour légende, elle n'a même pas demandé à quoi ça servait MDR. Maxime avait envoyé un message vocal. Je ne pouvais pas le lire. Pas là. Pas avec Camille à 10 mètres de là, elle s'essuyant les mains dans la salle de bain. Mais elle aperçut de la transcription affichait, honnêtement, le truc c'est aider à voir et les ragacer quand tu demandes, comme si tu détestais avoir besoin d'aide. Elle paie plus vite quand elle pense que tu as honte. Ma mère, ma propre mère, avait écrit un message le 14 septembre, le lendemain de mon anniversaire, le lendemain du jour où elle avait posté une photo de nous au restaurant avec la légende « Ma fille magnifique, mon cœur ». Le message disait « Si elle commence à poser des questions, pleure des abords ». Ça marche à tous les coups. En dessous, un autre message, et n'oublie pas de mentionner papa. Ça la fait taire à chaque fois. Ma vue s'est brouillée, pas à cause des larmes. Quelque chose derrière mes yeux s'est resserré comme un étau. Je pouvais sentir mon pouls dans ma mâchoire. Mes mains étaient stables, cependant. Parfaitement stables. C'est la partie qui m'a fait peur par la suite. Pas le tremblement, mais son absence. Camille est revenue dans la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Qui n'arrête pas de m'envoyer des textos? A elle demandé. J'y ai incliné l'écran pour l'éloigner d'elle avant qu'elle ne puisse lire l'expression de mon visage. Sûrement des trucs de l'école, ai-je répondu en le lui rendant. Elle m'a observé pendant une seconde. Juste une seconde. Ça va? J'y ai souri. J'y ai même remué les coquillettes. Ouais, juste un peu fatigué. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, dans mon appartement de la Croix-Rousse. Je me suis garé dans le garage. Je suis resté assise dans la voiture pendant 40 minutes, le moteur éteint et le plafonnier allumé, à fixer le mur en béton. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair là-dessus. Non pas parce que pleurer est une faiblesse, mais parce que ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose d'architectural. Comme si un mur porteur à l'intérieur de moi avait été discrètement retiré, et que je me tenais dans les secondes précédant l'effondrement du plafond, regardant les fissures s'étendre, calculant de quel côté faire un pas pour m'esquiver. À 23h40, je suis rentré. J'y ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger. Je me suis connecté à tous les comptes que j'y avais jamais utilisés pour les aider et j'y ai commencé à créer un fichier Excel. Colonne A, bénéficiaire. Colonne B, type de paiement. Colonne C, montant. Colonne D, fréquence. Colonne E, date de début. Colonne F, total payé à ce jour. Le chiffre final en bas de la colonne F, quand j'y ai eu fini à 3h17 du matin, était de 74 613 €.
74 613 € sur 8 ans. Sans compter l'argent liquide, sans compter les courses que je payais en magasin, et l'essence que je mettais dans leur réservoir, les cadeaux de Noël que j'y emballais pour les enfants de Camille en écrivant de la part de maman et papa parce que Camille disait qu'elle n'avait pas les moyens de leur offrir des cadeaux cette année-là. 74 000 €. J'y ai fermé l'ordinateur. Je me suis préparé une tisane à la camomille. Je l'ai bu debout à la fenêtre de ma cuisine, regardant les immeubles des en face où vivaient probablement des familles normales. Des familles qui n'entretenaient pas un salon de discussion privé dédié à l'exploitation financière de l'un de leurs membres. À 6 heures du matin, j'y ai fait du café et je me suis assise à la table. À midi, tous les prélèvements automatiques étaient annulés. Le forfait téléphonique de ma mère, supprimé. Le prélèvement de l'assurance auto de Maxime, supprimé. Le virement pour la crèche de Camille qui était censé être temporaire il y a 6 mois, supprimé. Les abonnements Netflix et Spotify que j'y avais ajoutés à mon compte pour qu'ils puissent tous en profiter, supprimés. La carte de mutuelle reliée à mon compte bancaire que ma mère utilisait à la pharmacie, désactivée. Chaque fil reliant mon compte bancaire à leur vie, tranché. À 13 heures, j'y avais transféré mes économies, 41 000 €, sur un nouveau compte dans une autre banque. J'y ai choisi le Crédit Agricole parce que leur agence était à 3 pâtés de maison de mon bureau, et parce qu'il me semblait juste de mettre mon argent dans un endroit dont aucun des eux ne connaissait l'existence. À 14 heures, j'y avais imprimé des captures des écrans de leurs conversations de groupe. Chaque message, chaque emoji mort de rire, chaque capture des écrans de mes virements Lydia. J'y ai surligné les pires phrases en jaune. Le commentaire sur le paillasson, la blague sur le distributeur automatique de billets, la consigne pleure des abords, et j'y ai glissé les pages dans 3 enveloppes blanches toutes simples. J'y ai écrit leur nom sur le devant au marqueur noir. Martine, Maxime, Camille. Ensuite, j'y ai appelé ma mère. Amélie, je pensais justement à toi. J'y organise un dîner de famille demain soir, ai-je dit. À 19h30. Un mercredi? C'est inhabituel. J'y ai envie de faire quelque chose de sympa, ai-je répondu. Le mensonge est venu si facilement que ça m'a fait peur. Je me sens un peu déconnecté de la famille ces derniers temps. Elle s'est adoucie immédiatement. Oh ma chérie, c'est tellement gentil. J'y apporterai des fleurs. Parfait, ai-je dit. À demain alors. J'y ai raccroché et je n'ai rien ressenti. Absolument rien. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de combler ce vide avec un chèque. J'y ai passé la journée du lendemain à me préparer. Pas seulement la nourriture, la pièce, et l'atmosphère, mais la mise en scène. J'y ai appelé ma conseillère financière, Hélène Perrin, une experte comptable avec 14 ans d'expérience dans un cabinet près de la préfecture. Je travaillais avec elle depuis 2 ans, depuis qu'un collègue me l'avait recommandé après son divorce. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui m'a prouvé à quel point la situation était grave. Les conseillers financiers vous interrompent quand le problème est simple. D'abord, a-t-elle dit, tu dois révoquer toutes tes procurations bancaires et bloquer tout accès possible à tes comptes. Dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si ton frère a utilisé tes informations pour un crédit, ou si ta mère connaît tes identifiants par cœur, ce qui est le cas, Amélie, c'est ta mère, tu dois t'assurer que personne ne souscrit à un prêt en ton nom par représailles. Mon estomac s'est noué. Je n'y avais même pas pensé. Deuxièmement, a continué Hélène, documente tout. Chaque virement, chaque paiement annulé, chaque conversation. Si quelqu'un essaie de prétendre que tu leur dois quelque chose ou fait une réclamation frauduleuse, tu veux une trace écrite qui tiendrait la route devant un tribunal. Tu penses qu'on en arrivera là? Elle a fait une pause. Dans mon expérience, les gens qui traitent leur famille comme une vache à lait ne s'arrêtent pas quand le financement s'arrête. Ils intensifient la pression. J'y avais sécurisé mes comptes avant 16 heures. J'y ai sauvegardé chaque capture des écrans à 3 endroits différents, mon ordinateur portable, une clé USB et un dossier cloud sécurisé. J'y ai appelé mon service RH et fait changer ma personne à contacter en cas d'urgence, j'y ai remplacé Martine Morel par mon amie et collègue Sophie, qui me connaissait depuis mon arrivée il y a 7 ans et qui était la seule personne à qui j'y avais jamais parlé des appels du vendredi. Tu le fais enfin, a dit Sophie quand je le lui ai annoncé. Tu le savais? Amélie, je t'ai regardé envoyer de l'argent pendant tes pauses déjeuner avec les mains qui tremblaient. Je ne savais juste pas comment te le dire sans te faire te sentir encore plus mal.
Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quoi dans la conversation de groupe. Mercredi soir, 19h30. J'y avais dressé la table comme pour un grand jour de fête. Des serviettes en lin, les belles assiettes, les verres à eau en cristal que j'y avais achetés dans une brocante il y a 2 ans et que je n'avais jamais utilisé parce que je les gardais toujours pour une occasion spéciale. Un poulet rôti, doré et croustillant, des haricots verts aux amandes, une purée de pommes de terre à l'ail, des petits pains chauds dans une corbeille recouverte d'un tissu à carreaux, et une tarte au citron, la préférée de ma mère, celle qu'elle appelait toujours notre petite tradition, comme si elle avait ne serait-ce qu'une fois aidé à la préparer, comme si elle s'était déjà tenue à mes côtés derrière ce plan de travail pour mesurer le sucre. Des bougies brûlaient doucement au centre de la table, du jazz léger et s'échappait de l'enceinte Bluetooth près de la fenêtre. L'appartement paraissait chaleureux, élégant et calme. C'était intentionnel. Je ne voulais aucun chaos, à part celui que je contrôlerais. Camille est arrivée la première avec son mari Antoine et leurs 2 garçons, Théo et Hugo. Les enfants ont couru dans le salon. Camille m'a prise dans ses bras, sentant la brume corporelle à la vanille, et a dit « C'est tellement joli ici, Lily ». Antoine m'a serré la main et a apporté une bouteille de vin. Maxime est arrivé avec 10 minutes de retard, portant la même veste en cuir craquelé qu'il avait depuis des années, agissant comme si la ponctualité était un concept inventé par des gens qui n'avaient rien de mieux à faire. Il s'est laissé tomber sur une chaise sans saluer personne et a dit « J'espère que tu as fait des extras ». J'y ai sauté le déjeuner. Bien sûr, ai-je répondu. Ma mère est arrivée la dernière, portant un bouquet de supermarché, des œillets et du gypsophile, le genre à 7,99 €, et son expression habituelle de martyr fatigué, comme si le simple fait d'entrer chez moi exigeait un effort digne des applaudissements. Amélie, ça sent divinement bon, a-t-elle dit en embrassant l'air à côté de ma joue. J'y ai servi tout le monde. J'y ai souri quand il le fallait. J'y ai interrogé Camille sur le club de foot des garçons. J'y ai hoché la tête pendant les plaintes de Maxime sur le prix de l'essence et son propriétaire. J'y ai écouté ma mère parler du chien de son voisin, de son ostéopathe et du prix des œufs. Chaque merci, chaque c'est délicieux, chaque rire désinvolte faisait s'installer la froide lucidité en moi, plus profondément, plus nettement, plus solidement. Je ne tremblais plus. J'y en avais fini de trembler. À la moitié du dîner, ma mère a tamponné sa bouche avec la serviette en lin et a dit « Ma chérie, avant que j'y oublie, ma facture d'électricité a encore augmenté ce mois-ci. Il me manque environ 200 €. Maxime a reniflé. Ça me rappelle que j'y ai besoin d'un petit coup de main moi aussi. Mon assurance a été prélevée plus tôt que prévu et je suis juste. Camille n'a même pas hésité. Et la crèche m'a facturé 2 fois ce mois-ci. J'y allais te demander après le dessert, mais puisqu'on en parle. Pendant un moment étrange, presque magnifique, j'y ai admiré leur constance, leur chorégraphie, la façon dont ils avaient transformé cette table à manger en péage et ma présence en tarif. Ils s'étaient vraiment entraînés à croire que je n'arrêterais jamais de payer. Que je ne pouvais pas. Que ce besoin était ancré en moi comme un réflexe, et qu'il leur suffisait d'appliquer la bonne pression au bon moment. Je me suis levé. En fait, ai-je dit, avant qu'on en arrive là, j'y ai quelque chose pour chacun de vous. J'y ai marché jusqu'au comptoir de la cuisine et je suis revenu avec les 3 enveloppes blanches. Camille a regardé la sienne. Que est-ce que c'est ? Ouvrez-les, ai-je dit. J'y avais envoyé les garçons dans le salon avec des dessins animés à la télé et leurs propres assiettes de tarte. J'y y avais réfléchi. Quoi qu'il se passe dans les 10 prochaines minutes, ces enfants n'allaient pas se trouver dans la zone de déflagration. Le papier a glissé hors des enveloppes. Je me tenais en bout de table et je regardais leurs yeux se déplacer de gauche à droite, de haut en bas. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang en premier. La couleur a quitté ses joues comme elle s'écoule d'un évier. Lentement, puis tout d'un coup. Le cou de Maxime a rougi, la rougeur grimpant au-dessus de son col comme un thermomètre. Les lèvres de Camille se sont entr'ouvertes, puis se sont pincées si fort que la peau autour est devenue blanche. Sur la première page, surlignée en jaune, c'est juste un paillasson. Elle continuera à payer nos factures si on fait semblant de l'aimer. Sur la deuxième, Amélie a besoin de se sentir indispensable. C'est sa faiblesse. Sur la troisième, ne forcez pas trop ce mois-ci. Elle a déjà couvert la facture des électricités de maman et la mensualité de ma voiture. Personne ne parlait. J'y ai laissé le silence faire ce que fait le silence quand il est lourd. Je l'ai laissé peser sur eux. Je les ai laissés ressentir le poids d'être démasqués.
Puis j'y ai dit, j'y ai trouvé la conversation sur l'iPad de Camille mardi soir. Ma mère a récupéré la première. Elle récupérait toujours la première. Je l'avais vu faire ça toute ma vie. Le recalibrage rapide, le passage de prise en flagrant délit à vertueuse, la façon dont elle pouvait réarranger son visage plus vite que la plupart des gens ne clignent des yeux. Amélie, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix descendant dans ce registre maternel grave. Tu n'aurais pas dû lire des conversations privées. J'y ai lâché un petit rire sec, une seule syllabe. C'est à ta défense? On se défoulait, a dit rapidement Camille, la voix montant dans les aigus. Les gens disent des choses quand ils sont stressés. Tu le sais. Tu dis des choses aussi. Je dis des choses comme « je m'en occupe ». T'inquiète pas, je vais trouver une solution, ai-je répondu. Je ne dis pas « pleure des abords », ça marche à tous les coups. Maxime a jeté les feuilles sur la table. Elles se sont étalées sur le lin comme des pièces à conviction dans un tribunal. Tu agis comme si c'était un crime. On est une famille. Les familles s'entraident. Les familles n'ont pas de scénario préétabli, Maxime. Les familles ne se coachent pas mutuellement sur la façon de manipuler quelqu'un pour lui faire payer son assurance. Ma mère a levé le menton. Après tout ce que cette famille a traversé, après le départ de ton père, après que j'y ai élevé 3 enfants seuls, tu vas nous humilier pour des SMS? Non, ai-je dit. Je choisis d'arrêter de financer des gens qui se moquent de moi dans mon dos et m'appellent un distributeur automatique avec la peur de l'abandon. Cette phrase, distributeur automatique avec la peur de l'abandon, venait de Maxime. Le 3 octobre à 21h47. Il avait tapé dans la conversation de groupe après que je lui ai envoyé 800 € pour ce qu'il prétendait être une facture de vétérinaire des urgences pour un chien qu'il ne possédait pas. Je l'avais surligné à la page 4. Sa mâchoire s'est contractée. Il s'en souvenait. J'y ai tendu le bras derrière moi et j'y ai fait glisser une dernière feuille de papier sur la table. Le fichier Excel. Le compte-rendu complet. Chaque paiement que je couvrais est annulé, ai-je dit. Chaque compte relié à moi est fermé. Maman, ton forfait téléphone n'est plus sur ma carte. Maxime, le prélèvement de ton assurance a disparu. Camille, la crèche et le crédit de ta voiture sont sous votre responsabilité maintenant. Et avant que l'un de vous ne demande? Non. Il n'y a pas de fonds des urgences, pas de compte de secours, pas de réserve cachée pour l'usage familial. La pièce est devenue immobile. Maxime a repoussé sa chaise. Les pieds ont raclé le parquet. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. C'est déjà fait. Camille m'a dévisagé. Ses yeux étaient humides, mais les larmes n'étaient pas encore tombées. En équilibre sur le bord, exécutant le même tour que ma mère lui avait appris. Que est-ce qu'on est censé faire? C'était la première question honnête que quelqu'un m'avait posée de toute la soirée. J'y ai plongé mon regard dans le sien. Trouver une solution, comme le font les adultes quand personne n'est là pour les porter en silence. La voix de ma mère s'est adoucie. Ce ton tremblant. Celui qu'elle utilisait comme une clé dans une serrure qu'elle avait crochetée 1000 fois. Amélie, je suis ta mère. Oui, ai-je dit. C'est ça qui rend la chose écœurante. La pièce a plongé dans un silence absolu. Même les rires des dessins animés venant du salon semblaient provenir d'un autre bâtiment. Pendant 5 longues secondes, personne n'a respiré. Maxime a regardé Camille et Martine, attendant que quelqu'un restaure l'ordre ancien. Quelqu'un qui craque. Quelqu'un pour dire, ne faisons pas ça maintenant, ce qui était le code pour, faisons comme si ça n'était pas arrivé et réessayons le mois prochain. Personne n'a pu. Ils avaient tous réalisé la même chose au même instant. La personne qu'ils avaient réduite à une fonction en était sortie. Ma mère a posé sa fourchette avec soin, avec précision, comme elle faisait tout lorsqu'elle voulait paraître digne. Tu fais vraiment ça? J'y ai plié ma serviette et je l'ai placée à côté de mon assiette. C'est déjà fait. Le dîner est terminé. Personne n'a touché à la tarte. Ils ne sont pas partis ensemble. Cela aurait nécessité de la coordination. Et la coordination exige de la dignité. Et la dignité exige une histoire à laquelle on peut encore croire. Il en avait plus. Maxime est sorti le premier en trombe. Il a attrapé sa veste sur le dossier de la chaise si violemment que la chaise a basculé et heurté le sol. C'est pathétique, a-t-il dit. Tu es égoïste. Tu es dramatique.
Tu as toujours été dramatique. Tous les mots qu'un voleur utilise quand la chambre forte se ferme enfin. Camille est restée figée, fixant les captures des écrans comme si les lire assez lentement pouvait en changer les mots. Ma mère est restée assise, les mains croisées, la posture parfaite, arborant l'expression de la victime dans une histoire qu'elle avait elle-même écrite. Dis quelque chose, a murmuré Camille, à moi, à Martine, à la pièce. Je l'ai fait, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Tu fais exploser toute la famille pour ça. Non, ai-je répondu. Je fais exploser l'arrangement. La famille avait déjà disparu. C'est juste que je n'avais pas reçu le mémo. Antoine, qui était resté silencieux toute la soirée. Antoine, que j'y avais toujours bien aimé parce que c'était le genre des hommes qui remarquaient les choses sans avoir besoin de les crier sur les toits, a finalement parlé. Est-ce que ces paiements venaient vraiment des comptes des Amélie? Il a regardé Camille. Je croyais que c'était ta mère qui nous aidait pour la crèche. Le visage de Camille s'est décomposé. Pas de la culpabilité, exactement. Quelque chose de pire. De la panique. Elle ne s'était pas attendue aux dommages collatéraux. Elle ne s'était pas attendue à ce que son mari découvre la vérité dans cette pièce. À cette table. Devant la sœur qu'elle escroquait discrètement depuis des années. Antoine. Pas maintenant, a-t-elle dit. Il n'a pas détourné le regard. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu. Ce silence a fait plus de dégâts que tout ce que j'y aurais pu dire. Ma mère s'est levée et a changé de tactique, comme un joueur des échecs sacrifie un pion pour protéger la reine. Amélie. C'est une affaire de famille. Ça n'a pas besoin d'un public. J'y ai failli sourire. Presque. Tu en as fait un public quand tu as fait de moi une blague. Sa bouche s'est pincée. Tu as toujours été trop sensible. Et voilà, ai-je dit doucement. Fais-moi du mal, puis accuse-moi de saigner trop fort. Pour la première fois ce soir-là, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, ma mère n'a eu aucune réponse. Camille s'est mise à pleurer. De vraies larmes ou des larmes de comédie, je n'arrivais plus à faire la différence, et cette incapacité était en soi une sorte de réponse. Je sais que ce qu'on a dit était horrible, a-t-elle sangloté. Je sais. Mais tu ne comprends pas à quel point ça a été dur. Je comprends exactement à quel point ça a été dur, ai-je dit. J'y ai payé pour ça. 74 000 €. Le chiffre a résonné comme une gifle. La bouche de Camille s'est ouverte. Même les yeux d'Antoine se sont écarquillés. Maxime est revenu du couloir, irrité que personne ne l'ait suivi, incapable de partir sans public pour sa sortie. Tu sais quoi? Très bien. Garde ton fric. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu finiras toute seule. Celle-là a fait mouche. Ils le savaient. Ils connaissaient tous ma pire peur, celle que je portais depuis que j'y avais 11 ans, que sans l'argent, sans les dons, sans le besoin de prouver ma valeur, je finirais exactement là où est l'absence de mon père et m'avait toujours dit que j'y avais ma place. Nulle part. Avec personne. J'y ai marché jusqu'à la porte des entrées et je l'ai ouverte. J'y étais déjà seul, ai-je dit. J'y étais juste cher à entretenir. Maxime est passé devant moi sans croiser mon regard. Antoine a fait sortir les garçons, manteau sur le dos, voix basse. Camille a suivi, hébété, comme quelqu'un qui quitte un bâtiment après un tremblement de terre, vérifiant encore si le sol va tenir. Ma mère s'est arrêtée sur le seuil. Elle tenait toujours le bouquet du supermarché. Elle l'avait posé sur le comptoir en arrivant et elle avait oublié, comme elle oubliait tout ce qui ne la servait pas, et maintenant il pendait au bout de sa main comme un accessoire dont elle ne savait pas se servir. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Je l'ai regardé, j'y ai regardé les rides autour de sa bouche, la façon prudente dont elle gardait le menton haut, même maintenant. Cette femme qui m'avait appris que l'amour était quelque chose qui se gagnait par le sacrifice, et qui avait ensuite transformé cette leçon en un véritable business model. Ce que je regrette, ai-je dit, c'est le temps que ça m'a pris. Elle est partie. J'y ai fermé la porte. Je m'attendais à m'effondrer. Les gens disent toujours ça. Et puis je me suis effondré. Ça fait une plus belle histoire. Mais je ne me suis pas effondré. J'y ai rangé. J'y ai mis les restes dans des tupperwares en verre et je les ai étiquetés avec du ruban adhésif. J'y ai lavé chaque assiette à la main, même celle qui aurait pu aller au lave-vaisselle,
parce que l'eau chaude et la répétition gardaient mes mains occupées et mon esprit concentré. J'y ai essuyé la table. J'y ai soufflé les bougies. J'y ai jeté le bouquet de ma mère à la poubelle sans séparer les fleurs, sans garder le gypsophile comme je l'aurais fait normalement parce que j'y aimais bien son allure dans un petit vase sur le rebord de la fenêtre de ma salle de bain. Puis je me suis assise par terre dans la cuisine, le dos contre les placards, les genoux ramenés contre moi, et j'y ai tout laissé sortir. Pas de la culpabilité. Du deuil. Pas pour l'argent. Pour les années perdues. Pour chaque appel du vendredi auquel j'y avais répondu en pensant que c'était de l'amour. Pour chaque chèque que j'y avais signé en pensant que c'était un lien. Pour chaque urgence qui était en fait un test, et pour chaque test que j'y avais réussi, et chaque réussite qui les rendait plus certains que je ne leur ferais jamais faux bon. Parce que leur faire faux bon, dans leur logique, ça voulait dire ne pas payer. J'y ai pleuré pour la petite fille de 11 ans qui avait lu la lettre des impairs qui elle avait quitté, et qui avait décidé que si elle donnait juste assez, plus personne ne partirait jamais. Elle avait tort. Il n'avait jamais été là pour commencer. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 17 notifications. Camille, 23h47. Je suis désolé. Maxime, 23h52. Incroyable. Ma mère, minuit 3. Il faut qu'on parle quand tu te seras calmé. Maxime, minuit 15. Tu sais bien que maman n'a pas les moyens de payer ses factures toute seule. C'est cruel. Camille, minuit 31. Antoine ne me parle plus. Merci pour ça. Ma mère, 1h07. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi froide. J'y ai supprimé les messages de Maxime. J'y ai laissé ceux de ma mère en non lus. À Camille, après une longue pause, j'y ai écrit « Désolé est un début. Ce n'est pas un remboursement. » Ensuite, je me suis habillé et j'y ai conduit jusqu'au cabinet des Hélène Perrin. Hélène avait préparé un bilan financier complet pendant la nuit. C'est le genre de personne qui envoie des emails à 5 heures du matin avec des objets comme actions requises, urgent, et qui pèse chaque mot. Voici ce que je te recommande, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. De nouveaux bénéficiaires pour ton assurance vie et ton plan épargne retraite. Pour l'instant, c'est ta mère qui figure sur les deux. De nouveaux contacts des urgences partout. Et je te suggère de consulter un avocat en droit de la famille. Non pas parce que tu poursuis quelqu'un en justice, mais parce que si ta mère essaie de prétendre qu'elle est dépendante financièrement de toi ou t'accuse de défaut des obligations alimentaires, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, tu dois avoir des preuves prêtes. Obligations alimentaires ? Ai-je demandé. C'est moi qui payais ces factures. Exactement. Et quand tu arrêtes, l'histoire s'inverse. Tu deviens la fille ingrate qui a abandonné sa mère âgée. J'y ai déjà vu ça. Elle m'a donné le nom d'un avocat, Maître David Laurent, associé dans un cabinet de l'avenue de la République, 19 ans de barreau, spécialiste des conflits financiers familiaux. Je l'ai appelé l'après-midi même. David était calme, précis et sans sentimentalisme. Exactement ce dont j'y avais besoin. La loi française prévoit une obligation alimentaire envers les ascendants, a-t-il dit, mais cela ne s'applique que si votre mère est dans le besoin absolu, indigente. Ce n'est pas le cas ici. Elle perçoit une retraite, et après ce que vous décrivez, vous complétiez son train de vie, vous ne la faisiez pas survivre. Vous étiez généreuse. La générosité n'est pas un contrat. Il a fait une pause, puis a dit quelque chose auquel je pense tous les jours depuis. Le plus dur dans ce que vous faites, ce n'est pas l'argent, Amélie. C'est l'identité. Vous avez été le pilier financier pendant si longtemps que arrêter vous donne l'impression de vous perdre. Mais vous ne vous perdez pas. Vous découvrez qui vous êtes sans ce fardeau. Je suis resté dans son bureau pendant 1 heure. Je n'ai pas pleuré. Mais quand je suis sorti, j'y ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la légèreté. Les retombées sont arrivées par étapes. Semaine 1. Le silence. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. J'y ai supposé qu'ils se regroupaient, partageant des stratégies dans ce groupe que je n'aurais jamais dû voir. Semaine 2. Ma mère a appelé. Pas un vendredi, un lundi, ce qui était assez inhabituel pour sembler tactique. J'y ai décroché. Amélie, on va me couper le téléphone. Je sais, ai-je dit. Tu vas devoir ouvrir ton propre compte. Je ne sais pas comment faire ça.
La boutique orange du centre commercial de la Pardieu peut t'aider. Ils t'expliqueront. Silence. Puis, c'est vraiment celle que tu veux être. C'est celle que j'y ai toujours été, ai-je répondu. C'est juste que tu n'avais jamais eu besoin de la rencontrer. Elle a raccroché. Semaine 3. Maxime a débarqué chez moi à l'improviste un samedi matin. Je l'ai vu par le Judas. Il a frappé 3 fois, a attendu, a frappé de nouveau, puis a dit à travers la porte, Amélie, c'est ridicule. Ouvre la porte. Je ne l'ai pas fait. Il est resté là pendant 12 minutes. Je le sais parce que j'y ai regardé l'horloge au-dessus de la cuisinière. Puis il est parti, j'y ai entendu sa voiture démarrer, et la rue est redevenue silencieuse. Semaine 4. Camille m'a envoyé un email. Un vrai. Pas un SMS, pas un message vocal, mais un email de 2 pages que elle ont deviné écrit et réécrit plusieurs fois. Elle admettait que le groupe de discussion existait depuis plus d'1 an. Elle admettait avoir menti à Antoine sur la provenance de l'argent de la crèche. Elle admettait que notre mère avait créé le groupe à l'origine comme un moyen de coordonner leurs demandes d'aide pour ne pas se chevaucher et éveiller mes soupçons. Coordonner. Comme une chaîne des approvisionnements. Mais elle a aussi écrit autre chose. Je ne vais pas faire semblant de ne pas savoir que c'était mal. Je le savais. Je me disais que c'était différent parce qu'on est une famille. Parce que tu avais plus d'argent que nous. Parce que tu ne disais jamais non. Mais ce sont des excuses. Je t'ai traité comme une ressource financière au lieu de te traiter comme une sœur. Et j'y en ai honte. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que j'y en ai conscience maintenant. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu pendant 3 jours. Puis je lui ai écrit, je crois que tu en as conscience. J'y ai besoin de temps pour décider si ça suffit. 2 mois après le dîner, j'y ai commencé à consulter une psy, le docteur Chloé Dubois, une psychologue clinicienne. Sophie me l'avait recommandé après que je lui ai dit que je me réveillais sans cesse à 3 heures du matin pour vérifier mon compte en banque, non pas parce que j'y étais inquiète pour l'argent, mais parce que l'absence de virement sortant me semblait anormale. Comme la douleur d'un membre fantôme pour une habitude que j'y avais amputée. Le docteur Dubois était direct, ce que j'y appréciais. Elle n'utilisait pas de lumière tamisée ni de questions orientées. Elle s'est assise en face de moi dans un fauteuil gris et a dit, « Vous jouez le rôle de pourvoyeuse depuis que vous êtes enfant. Ce rôle vous a donné un but, une identité et un sentiment de sécurité. Le supprimer va vous donner l'impression d'être en chute libre, même si c'est la liberté. Ces 2 choses sont identiques au début. » Elle avait raison. Le premier mois sans les paiements a ressemblé à du silence. Le 2e mois a ressemblé à de l'espace. Au 3e mois, j'y ai senti que cet espace m'appartenait. J'y ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'y ai pris un cours de poterie le samedi matin. Je suis allé à un concert seul, juste moi, un verre de vin hors de prix et un groupe que j'y aimais depuis l'université. J'y ai réservé un voyage en Corse sans autre raison que l'envie de voir les falaises et la mer. J'y ai dépensé de l'argent pour moi sans calculer s'il en restait assez pour tous les autres. La culpabilité venait par vagues, mais les vagues devenaient de plus en plus petites. 5 mois après le dîner, Camille et moi nous sommes vus pour prendre un café. C'était son idée. Elle a proposé un endroit où aucune de nous n'était jamais allée. Un terrain neutre, sans souvenirs incrustés dans les meubles. Elle avait l'air plus mince, fatiguée, mais elle me regardait différemment aussi. Sans ce regard calculateur. Antoine et moi, on voit un conseiller conjugal, a-t-elle dit. C'est bien. Il est en colère. Pas contre toi. Contre moi. D'avoir menti pour l'argent de la crèche. Pour toute cette histoire. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse. Il a dit qu'il avait l'impression de ne plus me connaître. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir, bienvenue au club. Maxime ne parle plus à personne, a-t-elle continué. Il a dit à maman que c'était de ta faute, et maman est d'accord. Mais maman n'arrive pas non plus à payer sa facture d'électricité, alors elle m'appelle, et je ne peux pas l'aider non plus. J'y arrive à peine à joindre les 2 bouts pour moi-même. Que est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. Elle m'a regardé. Trouver une solution, comme le font les adultes, s'est-elle souvenue. J'y ai failli sourire. Maman a fait une demande d'aide exceptionnelle auprès de la CAF, a dit Camille.
Maxime a trouvé un deuxième boulot comme livreur Uber Eats. Et moi, je prends des missions de comptabilité en freelance pour un ami d'Antoine. Elle a fait une pause. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Oui, ai-je dit. Vous auriez dû. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le café était chaleureux, et quelqu'un jouait de la guitare acoustique près de la fenêtre, et pour la première fois en 5 mois, être près de ma sœur ne m'a pas donné l'impression de me tenir à côté d'un siphon ouvert. Je ne sais pas si on redeviendra un jour ce qu'on était, a-t-elle dit. Il ne le faut pas, ai-je répondu. Ce qu'on était, c'est été malsain. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas pleuré. Et ça, plus que n'importe quoi des autres, elle m'a prouvé que quelque chose avait réellement changé. Ça fait 1 an maintenant. Je vois toujours le docteur Dubois un jeudi sur 2. Je vérifie toujours mon compte en banque à 3 heures du matin parfois. Mais la douleur fantôme s'estompe. J'y ai eu une promotion au travail. Directrice financière maintenant, avec une équipe de 4 analystes et un bureau avec fenêtre qui donne sur le Rhône. J'y ai fini de rembourser mon appartement 6 mois en avance. J'y ai adopté un chat gris nommé Marius qui dort sur ma poitrine et ronronne comme un petit moteur tiède. Camille et moi, on se parle. Pas toutes les semaines, mais régulièrement, honnêtement. Elle m'envoie des photos des garçons sans rien demander, et je lui envoie des photos de Marius sans avoir l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Ce n'est pas reconstruit, c'est nouveau, et le nouveau est plus lent, mais c'est plus sain. Maxime ne m'a pas adressé la parole depuis le dîner. J'y ai fait la paix avec ça. Certaines personnes ne veulent pas d'une relation et s'il n'y a pas de transaction, et je ne peux pas le forcer à en vouloir une. Ma mère appelle de temps en temps. Les conversations sont courtes, polies et prudentes, comme 2 diplomates de pays qui viennent de mettre fin à une guerre. Elle ne s'est jamais excusée directement. Elle a dit, j'aimerais que les choses soient différentes, ce qui n'est pas la même chose, et nous le savons toutes les deux. Mais elle paie ses propres factures. Elle s'est débrouillée toute seule chez Orange. Elle a demandé le chèque énergie de l'État. Elle survit comme elle aurait toujours pu le faire si elle n'avait pas trouvé quelqu'un de prêt à survivre à sa place. Les gens me demandent si je le regrette. Le dîner? Les enveloppes? Le silence? Non. Ce que je regrette, c'est la petite fille de 11 ans qui a lu la lettre d'un homme parti et a décidé que l'amour était une chose qui s'achetait. Qui a passé 23 ans à signer des chèques pour des gens qui les encaissaient et appelaient ça la famille. Mais voilà le truc avec cette petite fille. Elle est toujours en moi. Elle tressaille toujours quand le téléphone sonne un vendredi. Elle ressent toujours un pincement quand quelqu'un dit « j'y ai juste besoin d'un petit coup de main ». Elle a toujours tellement envie d'être indispensable que ça fait mal. La différence, c'est que je ne la laisse plus signer les chèques. Je la laisse se reposer.